Bonjour à toutes et à tous, c'est très impressionnant pour moi de me retrouver devant vous parce que je vais vous parler de sujets que vous connaissez, puisque vous êtes aux prises directes avec cette génération qui arrive sur le marché du travail. Et donc ce que je vais vous dire va entrer sans doute en résonance avec des pratiques que vous avez, avec des connaissances que vous avez, mais j'aimerais quand même les partager pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. La première chose, moi, que je conçois, c'est lié aussi à mon expérience en entreprise. J'ai été à la SNCF et chez Danone, notamment avant d'arriver à Sciences Po. C'est que les RH, et donc les directeurs et les directrices des ressources humaines, sont les aiguillons du changement réel, de l'impact. Pour une raison, c'est que la guerre des talents et la capacité à éviter un turnover totalement destructeur de valeur va se jouer à travers les ressources humaines. La réalité, c'est que quand on interroge les étudiants, ceux de Sciences Po, mais aussi ceux d'écoles de commerce, sur leur première priorité, ce n'est plus le salaire, c'est le sens, c'est l'alignement. L'alignement entre des valeurs et entre des actions. L'alignement entre une promesse que peut faire l'entreprise à travers sa communication et ses actions et ses pratiques. Et donc, c'est une génération, pour répondre à ta question, qui a un premier trait distinctif, qui est très important, sans doute plus que nous. C'est une génération qui est intolérante à la dissonance, c'est-à-dire intolérante à une promesse qui serait orthogonale, contraire à une action. Et ça, c'est un élément très important parce que moi, je le vois pour moi, mais on peut peut-être partager ça entre nous. Nous, on a des convictions, on avait des valeurs, mais le principe de contradiction ne nous empêchait pas de dormir. On pouvait faire des choses qui ne correspondaient pas toujours, complètement, de manière précise et stricte à cela. Et c'est vrai notamment sur la dimension climatique, où c'est un élément absolument indispensable et clé d'avoir ça en tête. C'est vrai aussi sur les questions d'égalité de genre notamment, d'égalité tout court, de diversité et d'ouverture. Et donc on est dans une génération pour laquelle la guerre des talents se jouera d'abord là-dessus. Et la capacité ensuite à faire en sorte de conserver dans nos entreprises les meilleurs talents. Et donc c'est pour ça que je dis que les RH sont l'aiguillon du changement. Parce qu'en réalité, les entreprises, même si à la tête, il y a une envie modérée de changer, eh bien, il y a une relation très pragmatique à l'embauche, à la capacité à garder les meilleurs talents, qui se jouera au niveau de l'impact. Moi, j'en suis absolument persuadé. La deuxième chose qui est très intéressante, je trouve, quand on regarde cette génération, c'est son rapport à la hiérarchie. Moi, j'ai constaté, à travers toute une série de dialogues avec les étudiants, que nous avions une conception qui était plus d'un rapport d'un salarié ou d'une salariée à son chef, dans une dimension un peu plus verticale. Dorénavant, puisque notamment les sujets de vie personnelle et de vie professionnelle ont des frontières plus poreuses, on voit une génération qui demande des coachs, des gens qui embarquent, des gens qui conseillent, des gens qui sont inspirants. Et donc, cette relation managériale est aussi un changement, je pense, totalement fondamental dans la relation au travail. Et ça me paraît être le deuxième élément distinctif vraiment très important. Je peux revenir là-dessus, Mathias. Ça veut dire le manager, dans le changement du rapport à la hiérarchie, donc il n'est pas question pour toi de supprimer le manager, ce qu'on peut entendre parfois. Voilà. Il faut juste qu'il change de dimension. Enfin, juste. En tout cas, évidemment, il n'y a pas un idéal type avec une personnalité type de jeunes de cette génération. Évidemment. Il y a évidemment une diversité. Mais dans les éléments de tendance lourde que l'on constate, c'est que le rapport à la hiérarchie a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de cette jeune génération qui souhaitent être inspirés par leur manager, être embarqués et, d'une certaine manière, être coachés. Et les éléments d'exemple sont absolument clés, et le principe hiérarchique qui pouvait être l'aiguillon fondamental du fonctionnement d'une structure, dans le public évidemment, mais aussi souvent dans le privé, est un élément à mon avis important à prendre en compte. Il y a une troisième chose que je voulais signaler, même à Sciences Po, c'est le fait que de plus en plus, on a des étudiants qui créent leur entreprise. Alors on peut s'étonner parce qu'on pense que c'est plutôt à HEC ou dans des écoles de commerce, avec un ressort fondamental qui est « je ne trouve pas aujourd'hui, dans le secteur privé, une entreprise correspondant à cette ambition d'alignement. Donc je vais moi-même créer la structure qui me permettra de me sentir aligné entre mon activité professionnelle et mes valeurs. » Et ce développement, y compris à Sciences Po, qui est une grande école de sciences humaines et sociales,
de l'entrepreneuriat. On a un peu moins de 10% des étudiants dans les 2 premières années qui créent leur entreprise, ce qui est beaucoup. On a un incubateur de start-up et on ne voit pas Sciences Po comme ça. Ah oui, c'est beaucoup. C'est aussi lié à cela. Non pas à une désertion, parce qu'on a pu parler de désertion à l'occasion de certaines cérémonies de diplomation de certaines écoles, mais une forme de bifurcation consistant à dire, pour être aligné, eh bien, je crée mon entreprise. La dernière chose que je voulais dire, c'est que, du coup, les RH ont un rôle fondamental dans ce changement, à la fois dans les pratiques, dans l'ambition et dans l'impact. Mais les universités et les écoles ont un rôle tout aussi fondamental et on est attendu réellement, de manière extrêmement précise et ferme par les étudiants. Les étudiants traquent les dissonances entre les cours, par exemple. On a lancé un grand cours obligatoire sur la transformation environnementale. Les étudiants regardent si nos cours de marketing, nos cours de stratégie, nos cours de finance sont bien cohérents avec cette ambition que nous avons de développer la formation dans le domaine environnemental. Donc, nous avons aujourd'hui un devoir de vigilance et de cohérence sur les maquettes pédagogiques, sur les cours que nous avons. Et ça, c'est un élément de challenge très intéressant, très important. Évidemment, nous ne sommes pas dans une forme de suivisme. On ne le fait pas seulement pour des raisons liées au fait que les étudiants nous le demandent. On le fait aussi parce qu'on considère que demain, que l'on soit dans une entreprise, dans le conseil, journaliste, fonctionnaire, que sais-je, il faut avoir été formé aux enjeux notamment climatiques, mais aussi, et c'est la deuxième dimension qui pour nous est absolument clé, on le voit avec le développement de l'intelligence artificielle, aux enjeux du numérique. Je voudrais revenir alors sur 2-3 éléments. Le premier, c'est encore cette histoire de management que je trouve très intéressante. Comment est-ce qu'il... Enfin, j'entends beaucoup ton confrère, collègue, patron de Polytechnique, me disait, ils ont envie de faire. Il y a une nécessité de mission. Comment est-ce que tu regardes ça? Ouais, ça c'est intéressant parce que quand on voit la sociologie de nos étudiants, d'abord à Sciences Po, on est très ouvert puisqu'on a 150 nationalités, 50% d'étudiants internationaux, 15 000 étudiants en tout et 30% de boursiers. Donc on a une représentativité, en réalité, on n'a pas un décrochage entre la sociologie française, pas un décrochage total, entre la sociologie française notamment et la sociologie de nos étudiants. Et donc, on a fait une étude, notamment sur les aspirations des étudiants de Sciences Po, sur leurs valeurs, sur leurs choix politiques, étude qui a été publiée, on a été en totale transparence, et ce que l'on voit, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il y a une très grande frustration face au discours, face à l'abstraction, face à ce qu'ils appellent le hors-sol. Et donc, on constate par exemple que dans l'engagement, à mon époque, on était beaucoup dans les partis politiques, dans certaines associations militantes, qui étaient plutôt sur un discours, sur des propositions. Dorénavant, 40% des étudiants sont dans des associations de solidarité, vont faire de la maraude sociale et considèrent que leur plus-value va s'inscrire dans une forme extrêmement tangible. Ça, c'est pas seulement sur l'engagement qu'on le retrouve. Ça va être aussi dans la pratique professionnelle. Parce que le sens, c'est évidemment l'impact, c'est évidemment l'engagement, c'est évidemment ce que l'on fait comme action pour la planète, en matière sociale, mais c'est aussi de sentir concrètement, de manière très concrète, et j'allais dire opérationnelle, quelle que soit la strate hiérarchique dans laquelle on se trouve, quelle est sa plus-value. Et donc je pense qu'il y a effectivement un mouvement qui considère que ces jeunes souhaitent être dans le faire plus que dans le dire, voilà. Donc dans des fonctions qui mêlent évidemment une dimension très opérationnelle, ça c'est un élément absolument clé, et qui rejoint aussi une autre dimension qui je pense est de plus en plus importante et que moi j'ai connue dans des grandes entreprises comme les vôtres, c'est, vous savez, cette allégorie des bâtisseurs de cathédrales, où on voit 3 ouvriers sur un chantier. Le premier, on lui pose la question, on lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit bah, « Je taille une pierre ». Le deuxième dit « Je bâtis un mur ». Et le troisième dit « Je bâtis une cathédrale pour l'éternité ». Eh bien, le sens, la place dans l'organisation, il y a des entreprises, par exemple, qui n'ont plus d'organigramme, considérant que ça change tellement vite, j'ai connu ça, qu'on n'a plus d'organigramme. Je pense que c'est une erreur. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans des besoins de repères, de sens, et que du coup, la capacité de l'organisation à formaliser quel est le rôle dans l'ensemble de la structure du collègue est absolument clé pour éviter les phénomènes d'anomie ou les phénomènes où on se dit que notre métier n'a pas une plus-value particulière par rapport à l'ensemble de l'œuvre de l'organisation. Et ça, c'est un élément, à mon avis, aussi fondamental, la clarté, la cohérence, la compréhension de sa place dans l'organisation générale, qui passe évidemment par un organigramme et par d'autres outils. Mais ce que tu nous dis, c'est que cette hiérarchie doit se justifier en permanence, il ne suffit plus de la proclamer. Oui. Voilà. Il n'y a plus de principe a priori
de légitimité hiérarchique, de moins en moins en tout cas. Et ça, je pense que c'est une opportunité très forte. C'est-à-dire que les managers, d'une certaine manière, doivent de plus en plus être dans une forme de conviction, d'embarquement, d'illustration par l'exemple, ce qui est un élément très fort, puisque dorénavant, les décisions, mais vous le savez mieux que moi, je vous dis des choses que vous savez évidemment, se feront beaucoup plus dans la capacité à convaincre et à embarquer que dans la capacité à simplement donner une décision, quelle qu'en soit la rationalité. Je voudrais, pour terminer, revenir sur cette notion que tu as évoquée de démission. Ça a commencé avec les ingénieurs agronomes, ça a aussi touché Polytechnique, ça a sans doute touché Sciences Po. Et on pouvait y voir, alors, un refus du destin qui était tout tracé pour ces étudiants de grandes écoles, mais aussi, en fait, un refus de l'entreprise, un refus, on va dire, du système d'économie de marché tel qu'il est installé aujourd'hui. D'abord, est-ce que c'est ça à ton avis? Et comment est-ce qu'une entreprise comme Sciences Po peut y répondre, sachant les demandes qui sont celles des entreprises? Alors d'abord, à Sciences Po, 70% des 15 000 étudiants vont dans le privé. 70%. On a souvent l'image d'un Sciences Po qui forme principalement au concours de la fonction publique. C'est 70% dans le privé, 20% dans le public, 10% dans le secteur associatif. Donc nous formons d'abord des étudiants et des étudiantes qui vont dans le secteur privé. Il est vrai, et nous, du coup, on développe des stages en entreprise, on développe beaucoup l'apprentissage aussi, dont on a augmenté le nombre de postes de 30% en un an. Il y a une déformation très forte, même quand les parents, par exemple, travaillent dans le privé, une déformation très forte de la représentation de l'entreprise par les étudiants. Et donc, nous avons toute une série là de changements des maquettes pédagogiques, des pratiques et des stages pour faire comprendre la réalité de l'entreprise et pour sortir des représentations parfois totalement caricaturales qui peuvent exister du côté des étudiants. Moi, ce que je crois, c'est que ça interroge évidemment les recruteurs que vous êtes, tout cela, et qu'il faut effectivement avoir, et je sais que vous le faites, mais aussi une approche très sociologique, très sociétale, parce qu'on est dans un moment sociétal de l'entreprise. Il y a eu un moment social, un moment environnemental, les deux sont toujours présents, mais on entre de plein pied dans un moment sociétal, où les questions de société sont en plein dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je pense que ces sujets ne doivent pas être considérés comme accessoires. Ça demande évidemment des prises de position parfois, qui peuvent être pas toujours consensuelles, mais en tout état de cause, on arrive aussi dans un moment sociétal et il faut répondre à cela. Parce que si l'entreprise ne répond pas à ce moment sociétal, je pense que sur le marché de la guerre des talents, ces entreprises-là auront de grandes difficultés. Ce qui nous ramène à ce qu'on disait avec Disney, qui choisit d'affronter sur le terrain politique un candidat républicain aujourd'hui. On est exactement, peu importe d'ailleurs la qualité de la réponse, mais on est exactement dans cette prise de conscience, absolument. Merci Mathias, merci beaucoup, merci encore une fois.